Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ici avec Fanny Collet, responsable de l'agence Phytocontrôle Toulouse, pour vous présenter les contaminantes de la pomme de terre. Donc moi, je suis mademoiselle Dupont-Gladys de l'agence Phytocontrôle Nîmes, en charge département notamment de l'Hérault, du Languedoc-Roussillon et du Gard. On est aussi accompagné de Monsieur Patate aujourd'hui pour vous présenter les contaminants de la pomme de terre et ses produits transformés. Donc on va faire un petit tour d'horizon des contaminants usuels. Donc, dans un premier temps, on reparlera de la pomme de terre, une petite description. Ensuite, les pesticides et autres traitements. Les alternatives à différents traitements, comme l'huile de menthe et l'éthylène. Ensuite, on verra les autres contaminants qui peuvent arriver de l'extérieur, comme les contaminations lors du stockage, les métaux lourds, la microbiologie et d'autres contaminants par la suite dans les produits transformés, comme l'acrylamide et autres. Donc, tout d'abord, une brève description de la pomme de terre. Donc, c'est une tubercule comestible, comme tout le monde le sait, l'espèce Solanum tuberosum, et c'est de la famille des Solanacées. Elle est consommée depuis le 19e siècle, cultivée dans plus de 150 pays. C'est l'un des légumes les plus consommés au monde. Globalement, en France, une production de 41 millions de tonnes sur 2016. Il faut savoir qu'elle se conserve 10 à 12 mois, à l'obscurité de préférence, avec une ventilation et une hygrométrie contrôlée, avec une température maintenue entre 4 et 6 degrés. Donc il y a différents traitements, on en reparlera par la suite, mais le principal c'est l'antigerminatif. Oula, excusez-moi, les joies du direct. Et il y a différentes maladies sur la pomme de terre, donc, notamment par des agents pathogènes, champignons, et surtout le mildiou, les bactéries, les virus, les mycoplasmes ou les nématodes qui peuvent toucher toutes les cultures que les tubercules en conservation. Donc ensuite, au niveau des traitements, je laisse la parole à Fanny, ici présente. Donc on va en effet aborder les paramètres pesticides qui peuvent être appliqués sur la culture de pommes de terre, donc avec un itinéraire cultural où résident plusieurs matières actives qu'on peut mettre en évidence, notamment au sein des contrôles de résidus. Donc on retrouve le cymoxanil, le thiazoxamide. Bon, là, après je vais écorcher pas mal de noms de molécules. Et il faut être passionné pour vous faire un listing, mais dans tous les cas, il y a énormément de fongicides qui existent pour répondre à la problématique anti-mildiou, avec également la famille des carbamates et du diméthomorphe. Ce qu'on peut ajouter en tant que laboratoire, c'est qu'on a du recul sur toutes ces molécules qui peuvent être amenées à être détectées, notamment le propamocarbe, le chlorprofam, qui lui est un antigerminatif. Ce sont des molécules qui sont très régulièrement mises en évidence sur ces matrices de fait de leur application, avec des LMR donc associés pour chacune d'entre elles. On peut s'appuyer un petit peu plus creuser un peu plus sur le chlorprofam, d'où son petit nom, le CIPC. On a une LMR assez haute, fixée à 10 mg/kg pour les pommes de terre de table. Cette molécule permet de garantir une durée de stockage entre 6 et 9 mois selon la vigueur germinative de la variété. Donc il y a vraiment un intérêt certain au niveau de l'agronomie pour la consommation de ce légume. L'hydrazine maléique, quant à lui, est également une molécule rémanente. C'est également un antigerminatif qui permet de freiner le départ de la germination entre 6 et 8 semaines. Donc là encore, on y retrouve un intérêt certain pour la production. Et puis donc voilà, après on a tout un panel de méthodes analytiques pour pouvoir répondre à ce type de contrôle de résidus. Donc, une alternative au chlorprofam et à l'hydrazine maléique, qui sont des antigerminatifs, qui restent donc dans la pomme de terre, dans le tubercule, puisqu'ils sont concentrés dans la pelure et l'épiderme, ça va être l'huile de menthe et l'éthylène. Il y a de nombreuses études qui sont faites sur ce thème. Alors pourquoi? Mais tout simplement, l'éthylène et les huiles essentielles sont des produits naturels. Ils sont homologués en France et autorisés en biologique. Et on ne retrouve pas de résidus derrière dans la pomme de terre. Alors, tout d'abord, un focus sur le gaz éthylène. Donc celui-ci, il peut être appliqué sur les tubercules. Il ne va pas agir comme antigerminatif comme les autres. Ça va être comme une hormone végétale, puisqu'il va agir sur la croissance et la vitesse d'élongation du germe. Par contre, il faut des endroits peu ventilés, puisqu'il va avoir tendance à ne pas agir comme il faut. Et il y a une autre contrainte qu'il faut prendre en compte,
c'est que de gazer les pommes de terre à l'éthylène, ça va augmenter le sucrage de la tubercule et faire un risque si derrière ces pommes de terre sont utilisées, notamment pour les fritures. Donc il y aura un risque accru d'acrylamide. On le verra par la suite. Donc une autre alternative, c'est les huiles essentielles, des plantes aromatiques comme notamment l'eucalyptus ou la menthe verte. Donc il y a eu des essais démontrés là-dessus. Donc ça peut être appliqué par thermonébulisation et ça va avoir un effet immédiat antigerminatif. Parfois, ça sera un traitement à renouveler. Le seul contrainte, a priori, en ayant parlé avec certains d'entre vous, c'est que ce produit est plus cher que le CIPC. Donc on retrouve d'autres contaminants qui peuvent arriver de l'extérieur, notamment que les antigerminatifs ou les fongicides, notamment le glyphosate. Alors voilà, le glyphosate et le glufosinate, qui sont deux molécules de matière active également importantes en termes de contrôle de résidus sur la pomme de terre. Donc le glyphosate est vous connaissez très bien, hein, entre autres le Roundup, qui est donc un herbicide systémique avec une LMR fixée à 0,5 mg/kg sur la pomme de terre. Donc ça permet de préparer le terrain avant l'implantation d'une culture, notamment sans labour. Donc là, on peut avoir un risque de contamination croisée, notamment via le sol. Un autre point important, c'est donc le glufosinate, qui lui est un herbicide utilisé et homologué pour le défanage. Donc il va y avoir une dessiccation de la partie végétale de la pomme de terre qui va permettre de faciliter tout simplement la récolte du tubercule et également de limiter toutes les maladies qu'on peut avoir, entre autres le mildiou, mais également les maladies virales et puis d'autres contaminations fongiques. En termes de LQ, il est important de pouvoir répondre donc à la définition du résidu et d'atteindre les limites de quantification nécessaires, donc techniquement après en laboratoire pour pouvoir répondre présent sur le contrôle de risque. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a d'autres contaminations qui peuvent arriver sur les tubercules de pommes de terre, notamment lors du stockage. Donc c'est par les alcaloïdes qui sont la chaconine et la solanine, puisque la pomme de terre contient naturellement des glycoalcaloïdes toxiques qu'elle va générer lors de conservations trop longues ou des préparations trop longues au stockage suite à des stress, notamment en fait, pour se combattre naturellement contre les insectes ou les moisissures. Donc les deux glycoalcaloïdes que synthétise la pomme de terre naturellement sont la chaconine et la solanine. La chaconine, elle se retrouve surtout dans la peau et c'est une molécule très hydrosoluble que, notamment si on cuit les pommes de terre à l'eau, se retrouvera dans l'eau. Et pour information, à l'époque, cette eau de pommes de terre de cuisson était utilisée comme désherbant naturel. La solanine, elle, se retrouvera naturellement dans les parties aériennes ou souterraines de la plante. Il faut savoir qu'une pomme de terre est jugée comestible si les glycoalcaloïdes ne dépassent pas 20 mg pour 100 g. Et la FDA, elle, a fixé une teneur à 200 mg de glycoalcaloïdes totaux, pour la somme des deux par kilogramme de masse. Donc il faut savoir que ces alcaloïdes, on peut les analyser en laboratoire avec une limite quantitative de 1 mg par kilo, bien en deçà des LMR recommandés. Donc il y a d'autres contaminants qui peuvent arriver de l'extérieur, notamment les métaux lourds. Donc en effet, les métaux lourds qui sont des éléments non maîtrisables en production, tout simplement parce que ce ne sont pas des intrants, sauf exception, je pense au cuivre. Mais là, on va parler des métaux lourds principalement retrouvés sur pommes de terre, et donc on parle du plomb et du camdium. Le camdium a une forte transmission du sol vers la plante, donc c'est un élément trace métallique qu'on peut être amené à retrouver très fréquemment sur pommes de terre, et il existe donc un seuil maximal de 0,10 mg par kilogramme sur légumes racines et légumes tubercules. Ces seuils sont définis par le règlement 1881-2006 et sont applicables sur pommes de terre pelées. Donc là, c'est toujours la même chose. Il est important qu'au niveau du laboratoire, la procédure de préparation échantillon soit spécifique et réponde aux impératifs de ces éléments réglementaires. Et donc ces métaux lourds, oui, c'est difficile en production de les maîtriser. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de sources de contamination. Donc ça peut être du lessivage au niveau du sol, des retombées atmosphériques, un historique également au niveau de l'environnement
qui peut être lié aux industries ou aux routes, par exemple. Et donc, on le retrouve un petit peu partout, que ce soit dans l'air, dans l'eau, le sol, les animaux, les plantes. Donc, c'est assez omniprésent dans notre environnement, donc dans notre alimentation également. Et d'où ces seuils. Voilà. D'autres contaminations externes, ça va être les micro-organismes. Donc sur la pomme de terre première gamme, il n'y a pas de réel intérêt aujourd'hui. On fait rarement des tests microbiaux. Mais un petit rappel, il y a 2 types de germes. Il y a les critères d'hygiène qui notamment viennent des façons de stockage, de la logistique ou par rapport au process de l'utilisation de l'intervention humaine. Hein. Et après, il va y avoir les critères de sécurité qui, eux, auront un risque pour le consommateur, avec des germes comme Escherichia coli, Salmonelle, Listeria. On en entend tous parler dans les actualités. De ce fait, les règlements 2073-2005 sur lesquels on se base, ou l'AFSA, vont plus aller sur des produits de 4e gamme, des fruits et légumes prédécoupés ou des jus. Mais on peut quand même, pour vérifier si le procédé en station de conditionnement ou autre a été respecté, faire des critères comme la flora aérobie et donc les 3 germes de sécurité comme Escherichia coli, Salmonelle et Listeria. Ces germes, évidemment, auront tendance à plus se développer si les températures ne sont pas maîtrisées, si la chaîne du froid elle-même n'est pas maîtrisée ou si y a une logistique non conforme. Alors, il y a d'autres contaminants qui arrivent ensuite par la suite par rapport à la pomme de terre. Ça ne va pas être sur le produit de première gamme. Ça va être, mais ça va avoir une influence si les tubercules, par exemple, ont subi un gazage à l'éthylène, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ça va être l'acrylamide. Alors, qu'est-ce que l'acrylamide ? Monsieur Patate est là aujourd'hui pour vous en parler. Donc, l'acrylamide, c'est une molécule qui se forme lors de la réaction de Maillard. Alors, qui est Maillard ? C'est un monsieur qui a découvert que si on met de l'eau, du sucre et des acides aminés comme l'asparagine, à haute température, notamment avec des fritures, on génère l'acrylamide. Or, l'acrylamide, c'est une substance irritante, toxique et potentiellement cancérigène. Et en fait, elle donne aux frites et aux chips que vous mangez régulièrement une couleur foncée. En bref, il faut éviter de manger les zones trop brunies des produits que vous cuisez, puisque souvent, ça contient de l'acrylamide. Alors, comment limiter l'acrylamide ? Eh bien, tout simplement en limitant les cuissons en dessous de 175 degrés, en baissant les temps de cuisson et en évitant de surchauffer, et notamment pour les fritures, en changeant régulièrement son huile. On ne va pas faire toute l'apologie de l'acrylamide aujourd'hui, hein, mais sachez qu'on est capable aussi de doser ce produit dans nos laboratoires et avec une limite à 20 mg par kilo, alors que les LMR sur pommes de terre frites sont à 600 par exemple. Alors après, il y a autre chose à prendre en compte pour la pomme de terre, c'est pas vraiment un contaminant, mais ça peut être jugé comme un contaminant, c'est les OGM. Voilà, dans tous les cas, c'est un contrôle de risque toujours pour les productions non OGM, dites non OGM. L'objectif premier d'un OGM, en théorie, est d'améliorer la caractéristique agronomique de la plante. Donc, on vient lui apporter une résistance au froid, à des maladies, un rendement plus important, une meilleure qualité nutritionnelle. Tout dépend de l'objectif. Pour la pomme de terre, actuellement, il y en a plusieurs connus. On va principalement présenter l'Amflora, qui est le seul qui est également autorisé et déjà cultivé en Allemagne, Suède et Tchéquie. Je vais vous épargner le nom codé, mais son intérêt principal est de permettre d'augmenter le taux d'amidon au sein de la pomme de terre, qui est normalement aux alentours de 80%, et là il passe à 98%. Donc c'est un intérêt certain. C'est un événement OGM qu'on est capable de mettre en lumière au sein du laboratoire phytocontrôle, notamment via 2 marqueurs, le TENOS ou le NPT2. Bon, après tout ça, les OGM, il y a une histoire c'est du cas par cas, il y a des préconisations particulières à avoir, mais donc on peut faire ce contrôle-là au sein du laboratoire. Il y a également un autre événement transgénique qui existe, c'est le Fortuna, qui est une résistance au mildiou. On a vu précédemment que le mildiou était une des problématiques principales de la pomme de terre, avec beaucoup de traitements et de rémanence. Donc on comprend l'intérêt d'un OGM de la sorte, mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'autorisation au sein de l'Union européenne dans tous les cas à la culture, ça c'est certain.
Donc on vous propose, nous, en PCR temps réel, les capacités techniques pour mettre en avant ce type de contrôle. Ensuite, donc on peut, pour terminer un petit peu cette présentation, juste appuyer sur l'importance du choix de votre laboratoire. On n'est pas là pour faire une quelconque pub, mais il est important d'avoir un laboratoire qui soit référencé au sein des différentes interprofessions, fruits et légumes. On est sur un plateau, voilà, vous êtes nombreux présents ici, on travaille avec un bon nombre d'entre vous. On a un recul certain sur les contaminants dans notre laboratoire, hein. C'est vraiment notre cœur de métier, on est expert sur les contaminants et donc ça nous permet de vous accompagner au mieux techniquement, d'avoir le matériel adéquat et puis surtout de vous accompagner au niveau du service. Donc on vous sort une analyse, mais on vous accompagne aussi au niveau réglementaire comme vous avez pu le voir et au niveau du conseil et de l'interprétation des résultats. Donc voilà, après pas mal de référencements qui peuvent vous être nécessaires et qui peuvent vous être demandés lors des différents audits ou autres. On pense au référencement QS, l'habilitation INAO, bien sûr l'accréditation COFRAC qui est nécessaire. Donc voilà, on a les capacités techniques et réglementaires pour répondre à vos différents besoins. Et également les solutions analytiques. Oui, c'était ça. Les solutions analytiques pour répondre donc techniquement à tous les impératifs que vous pouvez avoir sur les différents contaminants qu'on a pu lister aujourd'hui, spécifiques à la pomme de terre. Il est important de noter que chaque matrice, chaque fruit ou légume a ses caractéristiques, ses spécificités en termes de contaminants et c'est pour là que Phytocontrôle est là pour vous accompagner. Voilà. Oui, donc comme le disait Fanny, donc on est capable d'analyser tous les contaminants qu'on a pu voir dans ce diaporama, mais également d'autres contaminants qu'on aurait pu ne pas lister pour d'autres matrices comme les HAP, les dioxines, nitrates, nitrites, bromures, phtalates, enfin on en passe. Il faut savoir qu'il y a un gros service R&D dans nos laboratoires qui permet de toujours répondre à la demande des clients et notamment de développer des analyses avec les limites quantitatives les plus basses pour répondre à vos demandes. On réalise aussi notamment, on vous accompagne sur les étiquetages nutritionnels, les allergènes, enfin voilà, les dossiers un peu sensibles du moment dans des actualités. Donc n'hésitez pas à venir nous consulter. On est sur le salon pendant les 3 jours au stand F49. Merci de votre attention en tout cas à tous et nous sommes à l'écoute si vous aviez des questions.